d'être là. Donc Michael Brazan, auteur, écrivain et réalisateur notamment de documentaires pour Studio Fact. Laurence Ferrari, journaliste, CNews, Europe 1. Mona Jafarian, présidente et fondatrice des Femmes Azadi. Et puis Anne Berest, romancière, scénariste, adaptatrice. Je vais commencer très rapidement par m'adresser à vous, Laurence, pour savoir comment vous avez vécu ce 7 octobre qui a surgi dans nos vies personnelles, mais aussi dans votre vie de journaliste, et ce qui a suivi, c'est-à-dire à la fois la vague d'antisémitisme en France et ailleurs, les affiches d'otages arrachées, les réseaux sociaux envahis par l'antisémitisme, mais également des sursauts, comme notamment la marche du 12 novembre. D'abord, bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Merci. C'est un honneur pour moi d'être là pour témoigner en tant que femme, en tant que mère de famille et en tant que citoyenne française, pour vous dire que je suis à vos côtés, ce soir et plus que jamais. Le 7 octobre, pour répondre à la question de Christophe, ça a été un ébranlement existentiel pour moi. Journalistes, nous sommes depuis bientôt 40 ans, nous avons l'habitude malheureusement du fracas du monde, de ces massacres, de ces innocents, que l'on a anéanti. Mais là, il y avait une dimension qui, à mes yeux, était intolérable, qui touchait à l'humanité, qui touchait au peuple juif et qui m'a profondément révoltée. Depuis le 7 octobre, mes nuits ne sont pas les mêmes à titre personnel. À titre journalistique, nous avons immédiatement dédié toute notre antenne à ce qui se passait en Israël. Et je remercie Serge Nedjar, qui est mon patron à CNews, de nous avoir soutenus sur CNews et sur Europe 1, dans le fait de très très vite, dès lors que le nombre de morts était stabilisé, le nombre d'otages était aussi stabilisé, de m'avoir permis, de tous les soirs, à 18h, de donner le nom des otages français. Ofer, Orion, Ohad. Tous les soirs, vous les entendez sur nos antennes, parce qu'il est impossible que nous les oublions. Et nous demandons tous les soirs la libération immédiate et sans condition de tous les otages. La machine médiatique est ainsi faite qu'elle digère les événements pour passer à un autre événement. Et là, il n'en était pas question. Ce 7 octobre ne passera jamais. Nous continuerons inlassablement à dénoncer tous les actes d'antisémitisme qui se produisent dans notre pays. Aujourd'hui, les antisémites ont un nouveau visage, vous le savez, celui de l'islamo-gauchisme. Il faut mettre les choses et les noms sur les choses. Nous continuerons en permanence à demander ces libérations, à dénoncer l'antisémitisme, à parler de Marco, qui, parce qu'il portait une kippa, a été tabassé, à dénoncer le fait qu'une jeune étudiante à Sciences Po ait été exfiltrée d'un amphithéâtre parce que sioniste, mais c'est insupportable, c'est intolérable. Donc oui, nous ne laisserons rien passer. Nous sommes un peu seuls, comme vous l'avez remarqué, mais nous continuerons à nous tenir droit. Parce que je crois que le rendez-vous du 7 octobre, c'est le combat d'une vie. En tout cas, c'est le mien. Et c'est celui du groupe dans lequel je travaille. Mais c'est celui aussi, et si je peux me permettre un peu d'espoir, de nombreux Français, de nombreux citoyens français. Justement, qui se dressent comme cela contre l'antisémitisme. Comment faire avec ces moments positifs? Comment bien couvrir, comment bien relayer tous les signes positifs de mobilisation d'une société contre l'antisémitisme? Je pense au 12 novembre, mais aussi à beaucoup d'initiatives que l'on a vues. En étant au plus près de la réalité, au plus près des faits, comme toujours, en donnant la parole à ceux qui disent non, qui se lèvent contre l'obscurantisme, qui de tout temps l'ont fait. Ça ne date pas du 7 octobre, de tout temps, il y a des visages, des hommes, des femmes qui se sont levés et qui ont dit non, on ne peut pas laisser ce genre de choses se faire, parce que c'est d'une civilisation que l'on parle. Et il n'est pas question que cette civilisation-là soit à ce point-là remise en question. Donc voilà, nous serons toujours à vos côtés. On reste optimiste quand on couvre cette actualité-là. Est-ce qu'on garde l'idée que ce combat, il va être gagné parce qu'on est la France? Évidemment. Je crois en la France, je crois en cette République française qui a fait que mes grands-parents italiens ont traversé la frontière entre les deux guerres pour fuir le fascisme et la montée des intolérances. Oui, je crois qu'on fait nation. Parfois, il faut un peu secouer les consciences, il faut prendre position. C'est quelque chose que je fais, moi, tous les soirs, à mon tout petit niveau. Mais je crois que nous ne pouvons pas ne pas être à ce rendez-vous-là.
Michael, on se souvient de votre documentaire inoubliable sur la Shoah par balle. Quand on est spécialiste comme ça d'une forme d'horreur antisémite, comment on regarde ce qui s'est passé le 7 octobre, ce qui a été commis par le Hamas ce jour-là ? Déjà avec 2 œillères, ça a réveillé chez moi une histoire juive, et pas n'importe quelle histoire, celle que Christophe vous évoquait, c'est-à-dire que ça a ranimé, enfoui en moi les pogroms du XIVe siècle, de la peste noire, les bûchers de juifs accusés d'empoisonner les puits à Strasbourg, dans le sud de la France, à Coblence. Ça a ranimé chez moi les pogroms dès les années 30 au Caire des frères musulmans dans les quartiers juifs, ceux de la fin juin 1941 en Lettonie, en Lituanie, en Ukraine, et puis évidemment ce que vous évoquiez, les massacres perpétrés par les Einsatzgruppen. Il y a tout ça qui a ressurgi, et je ne suis pas du tout un naïf. J'ai travaillé pendant des années sur les frères musulmans, j'ai rencontré et interviewé longuement à Gaza les fondateurs du Hamas, et notamment Mahmoud al-Zahar, mais aussi du djihad islamique. J'avais bien compris quelle était l'idéologie, quelle est la finalité et quelle est la stratégie aussi pour y arriver. Mais on se berce d'une certaine manière d'illusion, on se dit que les choses peuvent changer, les choses peuvent s'améliorer. Non, les choses malheureusement ont été inscrites dès le début, dès la charte du Hamas et bien avant, dès les années 30, avec la geste d'Ezzedine El-Qassam qui est la grande figure fondatrice des frères musulmans, dont on croit qu'ils sont nés en 1988. C'est faux. Les frères musulmans palestiniens existent. C'est la deuxième antenne frériste. La confrérie des frères musulmans a été créée en 1928, et la deuxième antenne, aujourd'hui ils sont présents dans 82 pays à travers le monde et très puissants en France. C'était en Syrie, et très rapidement en Palestine mandataire, via cette figure Ezzedine El-Qassam, qui luttait contre le colonialisme français et britannique en même temps, et qui tendait des embuscades contre les juifs sur les routes du Yishuv, et puis qui aussi faisait des descentes dans les kibboutz pour égorger tout le monde. Les choses, au fond, n'ont pas véritablement varié, loin de là. Et donc ça a réveillé tout ça. Et après, il y a eu un peu 3 temps, enfin moi je me souviens, c'était un samedi matin, je ne sais pas pourquoi j'étais réveillé très tôt, et j'ai entendu ça, ça a été un choc terrible, et je me suis jeté sur Internet, et c'est là que je suis tombé sur ces images de ces jeunes gens, beaux, jeunes, qui avaient envie de vivre et qui étaient traités comme des bêtes. Et évidemment, ça a ressuscité d'abord tout ça en moi, ça ne m'a plus quitté, comme Laurence Ferrari à mes côtés, et après il y a eu... j'ai tout de suite compris le piège qui était tendu à Israël. Il n'avait pas d'autre choix que de tomber dedans. Et puis, évidemment, disons, le capital compassionnel dont avait pu bénéficier Israël au lendemain du 7 octobre a très vite basculé. Et puis ensuite, il y a eu l'écheveau, l'enquillement des trahisons. Voilà. Et notamment de ce qui est devenu la gauche aujourd'hui. À la différence des horreurs du passé que vous avez étudiées, celle-ci a été filmée par les terroristes eux-mêmes, mise en scène, diffusée volontairement. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé votre outil, l'image, l'enquête, pour faire déferler une vague de terreur sur le monde. Ça change la nature de cette horreur antisémite ? Ça n'en change pas la nature, ça change, disons, par l'époque. Vous savez, quand il y avait les massacres quotidiens perpétrés par les Einsatzgruppen, les commandos mobiles de tuerie en ex-URSS, l'Allemagne avait une avance technologique telle que tous les soldats sur le front, pas seulement les Einsatzgruppen, étaient munis de petits appareils Leica, et ils photographiaient absolument tout ce qu'ils voyaient. Ils photographiaient les villages ukrainiens, ils photographiaient la campagne, et puis évidemment, lorsqu'ils y assistaient, ils photographiaient les massacres. Et ces photos, beaucoup ont été détruites, en tout cas pour ce qui est des photos officielles, mais elles s'échangeaient entre soldats sur le front. On est dans une espèce d'artisanat de l'époque qui s'est construite ensuite et qui est la nôtre. Ce qui a changé, c'est l'utilisation en temps réel de ces images et le basculement
dans cet envers du monde qui ne nous a plus quittés depuis. C'est-à-dire que jusqu'alors, si les nazis cachaient ces photos, si les nazis ont détruit avant toute chose ces témoignages des crimes de masse qu'ils ont perpétrés lorsqu'ils perdaient la guerre pendant la bataille de Berlin, c'était parce qu'ils avaient peur que le monde entier s'identifie à la victime. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est l'identification au bourreau. Et ça, c'est une bascule qui, pour moi, est vertigineuse. Et ce qui s'est produit du temps de Daesh avant le 7 octobre, c'est sans doute ce qui s'est produit aussi au moment du 11 septembre, mais le 11 septembre n'était pas documenté par les terroristes eux-mêmes. Et finalement, ils avaient délégué la diffusion et la promotion de ces images à ceux qui pouvaient les filmer, c'est-à-dire des gens qui étaient là par hasard ou des chaînes de télé, etc. Là, Daesh a perfectionné ce système-là et nous a, forcé des gens qui étaient sur le point de basculer, non plus à s'identifier à la femme violée, au massacre de masse, à des enfants tués, mais à ceux qui perpétraient ça et qui en étaient fiers, qui diffusaient eux-mêmes ces images et, le cas échéant, qui envoyaient ces images aux familles des victimes lorsqu'ils retrouvaient les téléphones portables des défunts pour créer une forme de sadisme inouï. Donc voilà ce qui a changé. C'est cette bascule-là, à mon sens. Mais les procédés techniques ont juste évolué. Merci, Michael. Mona Jafarian, la responsabilité de... La responsabilité de l'Iran commence à être documentée, tracée. Est-ce que pour vous, le 7 octobre, c'est une de leurs créatures qui leur échappe? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une étape concertée, planifiée, dans une forme de conquête? Alors je vais vous répondre par la phrase d'Ani Panoyan, qui est le maître à penser d'Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique, qui a dit très clairement « Nous avons organisé et financé ces attaques pour massacrer du juif, parce que nous savions que la riposte serait terrible, et plus le sang coulera, plus nous ferons naître l'antisémitisme à travers le monde, et les rues de l'Occident deviendront leur pire ennemi. Les mêmes personnes qui manifestent aujourd'hui nous permettront demain de détruire l'Occident de l'intérieur. » Est-ce qu'ils sont en train de gagner cette bataille, compte tenu du comportement d'une partie de l'opinion occidentale, ou est-ce qu'on arrive à contenir ce projet ? Écoutez, si je dois parler sans langue de bois, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui l'Occident est devenu le meilleur allié de la République islamique et qu'Israël est très très seul dans ce combat. On a eu l'info aujourd'hui. Voilà, ce matin, je parlais avec un ami, Emmanuel Razavi, qui est grand reporter, grand spécialiste de l'Iran, et qui m'a confirmé les informations qu'on avait. Le régime n'a jamais été autant fragilisés, donc ils ont des problèmes structurels, ils ont des problèmes dans les forces Al-Quds, donc c'est la branche la plus puissante du corps des gardiens de la révolution islamique. Ils ont des problèmes de cash également, donc c'est pour ça que, excusez-moi, j'emploie une expression iranienne, mais Ayatollah Biden leur a débloqué 10 milliards de dollars avant-hier de fonds bloqués de la République islamique. Donc si vous voulez, on est dans une politique du en même temps qui est terrible. D'un côté, on soutient Israël, et de l'autre, on débloque sans cesse des fonds de la part du côté américain, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque de Donald Trump, la République islamique avait baissé de 80% ses ventes de pétrole. Grâce à Biden, il les a doublées. Donc la vente... Pour acheter la paix, pour acheter une sorte de détente? Et oui, parce que ça fait quasiment 5 décennies que l'Occident est persuadé qu'on peut réformer le régime et qu'on peut négocier avec des terroristes. Donc la technique a toujours été la même, les otages, les exactions, les assassinats ciblés, et cette peur permanente du nucléaire, d'une guerre, etc. Et la République islamique sait qu'elle a ça entre les mains, et qu'en face d'elle, elle a des gouvernements très lâches. Tout à l'heure, vous parliez des frères musulmans. C'est quand même aberrant de se dire que dans des pays arabes, ils sont classés comme organisations terroristes, et qu'ils ne sont pas en France. Ça fait 1 an qu'on demande... Ça fait plus d'1 an qu'on réclame à l'Europe de classer le corps des gardiens de la révolution islamique dans la liste des entités terroristes. Et Stéphane Séjourné, qui était lui-même au Parlement européen et qui était le chef de file pour voter cette mesure, le jour où il se retrouve ministre des Affaires étrangères,
le premier communiqué de presse qu'il sort, c'est « Je remercie la République islamique pour son maintien de la stabilité et de la paix au Moyen-Orient ». C'est la réelle politique qui permet d'obtenir tel ou tel avantage? Je pense que le 7 octobre est exactement ce qu'on a permis d'obtenir. Donc il y a un moment, je pense que nous, on est très seuls en tant qu'Iraniens. On a été très seuls, mais vous avez une chance, c'est que vous avez 85 millions d'Iraniens qui sont en train de lutter pour faire tomber ce régime. Où en est justement cette résistance de la société civile et notamment des femmes? On leur a prêté beaucoup d'attention, puis notre attention a été attirée par d'autres faits géopolitiques. Où en est cette résistance? Alors, il y a une chose qui est très importante et qu'il faut vraiment intégrer parce que c'est quelque chose qu'on voit de manière récurrente. Les femmes iraniennes ne se battent pas contre le voile obligatoire. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut acter. Les femmes iraniennes aujourd'hui et les hommes iraniens, le peuple uni, se bat contre l'islam politique, contre la charia, contre la République islamique. C'est-à-dire contre 1979, contre ce qui a été mis en place. Et d'ailleurs, 1979, c'était une magnifique association de l'extrême gauche et des islamistes. Donc c'est vraiment cette association-là qui fait basculer notre pays avec l'aide de notre très cher Valéry Giscard d'Estaing. Avec l'illusion, du côté de l'extrême gauche, qu'une fois passé le moment islamiste, il serait facile de les circonvenir et d'instaurer la laïcité. Et oui, parce qu'en fait, le problème souvent qu'on a avec l'extrême gauche, c'est qu'ils prennent un peu les islamistes pour des idiots. Sauf qu'ils ne sont pas du tout idiots, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'ils sont en train de mener le monde à la baguette. Et j'ai vraiment l'impression que finalement, les seuls gens qui arrivent à comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est le peuple iranien. Et c'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir un ovni au Moyen-Orient, puisque c'est le seul pays dans lequel il n'y a pas eu de manifestation pro-palestinienne. C'est le seul pays dans lequel vous aviez des stades entiers qui scandaient mettez votre drapeau de la Palestine. Je finis pas ma phrase parce que c'est voilà, et parce que le peuple iranien a bien compris cette propagande et à quel point la République islamique utilise ses proxys terroristes pour se faire passer pour la résistance. Alors on se retrouve avec des idiots utiles, pardon, je les appelle comme ça en Occident, qui compare d'un coup le Hamas avec Jean Moulin, Nelson Mandela. Et nous, on a l'impression de vivre dans une dimension parallèle où les Juifs sont devenus des nazis, où les Iraniens sont devenus des mécréants à éliminer et où les terroristes sont devenus des héros à glorifier. Et en fait, les terroristes se servent de ça pour mettre la pression sur nos gouvernements, parce que clairement, je pense que nos gouvernements ont peur de cette rue qui est très bruyante, mais il y a un moment, il va falloir les porter et y aller et soutenir le peuple iranien dans cette lutte. Dans cette démarche de manipulation, dans cette stratégie de manipulation des opinions occidentales par le terrorisme et les proxys terroristes, est-ce que l'Iran ne peut pas être bloqué par les autres puissances du monde musulman? Je pense à l'Arabie Saoudite, bien sûr, à l'Égypte, peut-être à la Turquie, comme si le système allait s'autoréguler. Non, parce que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit l'Égypte, l'Égypte, elle est en permanence infusée de l'argent américain. Donc, si vous voulez, on est quand même dans une situation où la République islamique a toujours tenu grâce au corps des gardiens de la révolution islamique, parce qu'elle n'a pas d'appui à l'intérieur du pays. Donc quand vous n'avez pas d'appui à l'intérieur, vous vous basez sur vos proxys terroristes pour asseoir votre légitimité, entourer Israël, qui est le petit Satan. Il faut savoir que la République islamique, c'est une idéologie qui a un mélange entre les fréristes, donc les frères musulmans, et les nazis. Donc ils ont vraiment pris ce que l'humanité fait de mieux pour les mélanger et créer la République islamique. Donc le but premier, c'est de détruire les juifs pour ensuite détruire l'Occident. Autour, vous n'avez pas de grande puissance capable de faire ça, et on a énormément en fait d'incompréhension sur ce régime, et on se rend compte que nous, on sait en tant qu'Iraniens à quel point actuellement ils sont faibles, à quel point ils ont peur. Et encore, quand je parlais avec Emmanuel Razavi tout à l'heure, il me disait, rends-toi compte qu'un proche de Khamenei m'a quand même dit, si jamais on se prenait des frappes ciblées, je parle bien ciblées, sur des infrastructures de la République islamique, ils se donnent eux-mêmes 6 semaines de durée de vie. Parce qu'ils savent que le peuple iranien sortira par millions, qu'ils vont être affaiblis, et que dans leur rang, il y aura des désertions, parce qu'ils n'ont que 8% de partisans sur 87 millions d'Iraniens. C'est notre force, c'est notre atout finalement, cela. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut la porter. La volonté politique. Et les islamistes font du bruit. Hein. Nous, je nous trouve quand même très, très, très silencieux dans l'opinion publique. Et je pense que faut y aller, quoi. Faut y aller parce que... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mona. Anne.
Anne Berès, vous étiez en Israël il y a quelques semaines. Vous avez trouvé un pays qui avait subi cette onde de choc du 7 octobre. Comment l'avez-vous ressenti ? D'abord, bonsoir. Je suis très impressionnée de parler devant vous ce soir. Il y a dans la salle des visages de gens que j'aime, que j'admire. Et cela m'honore de prendre la parole devant vous. D'abord, qu'est-ce que le 7 octobre a changé dans ma vie ? Avant le 7 octobre, j'ai écrit un roman qui s'appelle La carte postale. Et pendant une année, je suis allée une fois par semaine dans une classe dans toute la France. J'ai sillonné la France pour parler aux élèves. Et je leur disais à chaque fois cette chose qui est: nous vivons dans un monde où il existe encore des survivants de la Shoah. Mais vous allez vivre dans un monde où bientôt il n'y en aura plus. Et ce sera un monde très différent. Et ma génération, qui est la 3e génération, nous avons en nous cette conscience d'une bascule entre un monde avec des témoins et un monde sans les témoins. Et donc, je me faisais force d'être dans ce devoir de transmission. Ce que le 7 octobre a changé, c'est que jamais j'aurais pu penser être de nouveau face à un négationnisme effrayant et entendre dans le monde entier des journalistes, des penseurs, des docteurs en université dire: prouvez-nous qu'il y a eu des viols de femmes israéliennes le 7 octobre. Ça, c'est quelque chose auquel, honnêtement, je ne pensais jamais que je ne vivrais. Donc, pour revenir à votre question sur ce voyage, donc je suis partie avec Elnet et une délégation de parlementaires, des députés, des sénateurs, certains sont dans la salle ce soir, et puis des écrivains. Évidemment, nous avions tous des raisons différentes de faire ce voyage. Mais peut-être que ce que nous avions en commun, c'est cette idée qu'il faut être les témoins de l'histoire. Et si je peux témoigner d'une chose que j'ai ressentie en Israël, il y en aurait beaucoup à dire, mais ce soir on est nombreux à prendre la parole, donc je vais parler d'une chose. J'ai rencontré des Israéliens, un peuple israélien, avec des gens très très différents de ce que l'on veut nous raconter dans les médias ou dans ce qui est en train de se fabriquer d'un peuple dominateur, sûr de lui. Moi, ce ne sont pas les gens que j'ai rencontrés. J'ai rencontré un survivant du 7 octobre, un jeune homme, ses plaies, son discours, son récit de cette nuit. Et il avait 24 ans et il a terminé en nous disant: moi, je n'ai pas d'esprit de vengeance et ce que je veux, c'est la paix. J'ai rencontré des femmes et des mères israéliennes qui m'ont dit: mais je pense aussi aux femmes et aux mères de Gaza. Nous sommes allés à la Knesset et nous avons assisté à la première commission de famille des otages qui allait discuter ensemble, réfléchir ensemble autour d'une table avec les outils de la démocratie, de savoir s'il fallait ou non un cessez-le-feu. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré, et je peux le dire, des gens qui se posaient des questions. J'ai rencontré une femme qui m'a dit: je ne sais plus quoi penser, je ne sais pas. Elle m'a dit: je ne sais pas où est le GPS. Donc si je suis témoin de quelque chose, c'est de ça. C'est-à-dire qu'il y a dans ce peuple quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qui renvoie aussi à l'esprit du judaïsme, qui est d'avoir besoin de se poser des questions tous ensemble. Est-ce que vous écrirez sur le 7 octobre ou sur cet Israël que vous avez vu en janvier ?
Oui, sans doute. Mais moi, je suis romancière, je suis lente. Je ne sais pas réagir dans l'immédiateté. Mais ce qui est juste simplement important pour moi de dire ce soir, c'est que de dire qu'on ne sait plus, qu'on est perdu, qu'on a besoin des outils de la démocratie, et peut-être ce que nous sommes en train de faire ensemble ce soir, et peut-être le chemin d'une lumière qui lutte contre l'obscurantisme que l'on veut nous imposer. Pas seulement une résilience, mais un projet d'avenir. Merci beaucoup. Il nous reste un peu de temps. Laurence, on parlait tout à l'heure de cet islamo-gauchisme et de cette manière que l'extrême gauche a de croire que les islamistes vont lui ouvrir la voie. Comment on peut se battre contre ça dans une démocratie où il y a la liberté d'expression, le droit des gens à se présenter aux élections et à avoir des représentants? Comment on fait? Et Dieu sait que nous sommes attachés à la liberté d'expression, évidemment. Tout simplement en rendant compte des faits, en reprenant chaque parole, en la disséquant, en l'analysant, en la décryptant, en ne laissant rien passer. Tous les propos troubles qui incitent à la haine de certains partis politiques, Arié en a cité quelques-uns, il faut à chaque fois les mettre sur le devant de la scène, les expliquer et expliquer pourquoi ces propos-là engendrent la haine et la violence dans notre pays et dans le monde. Donc c'est un travail factuel au jour le jour de journalisme. Je serais d'accord avec vous et optimiste, et je me dirais ça suffira s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas l'outil majeur de ces gens-là? Bien sûr, évidemment, ils prolifèrent sur les réseaux sociaux, une caisse de résonance énorme. Vous parliez de ce qui se passe en Iran. On sait que voilà, il y a des puissances étrangères qui sont très actives sur le territoire français, qui propagent des fake news. On sait que les étoiles de David qui ont été taguées au mois d'octobre sur les murs de Paris étaient faites par un couple moldave téléguidé par la Russie. Donc voilà, il y a cette nébuleuse qui est en action. À nous, encore une fois, d'aider le public, le grand public, à comprendre ce qui se joue sur les réseaux sociaux, à ce qui se joue sous les mots, pour encore une fois être au clair et approcher la vérité. Michael, face au négationnisme qui déjà commence, ça n'a pas existé, prouvez-nous, etc. Que peut faire un réalisateur de documentaire? Que peut faire un enquêteur? Travailler tout de suite ou attendre que les historiens viennent sur une histoire décantée? Je pense que les deux sont utiles. Je crois qu'on a besoin de gens qui documentent le réel en temps réel, sans mauvais jeu de mots, le mieux possible, le plus honnêtement possible, et ça c'est pas forcément évident. Et puis il y a aussi le temps de l'histoire, le temps long sur lequel on revient sur les événements pour permettre de comprendre le présent, ce qui est plutôt ma démarche. Donc je me suis pas précipité en Israël, j'y ai pas non plus vu un filon. Non, j'attends déjà de digérer tout ça moi-même peut-être. Il y avait en tout cas pour moi, en ce qui me concerne, la nécessité de parler. C'est-à-dire que je voyais tout à coup des discours dérivés, je voyais cet envers du monde s'installer, ce retournement de la logique et du paradigme qui fait des victimes des bourreaux. Ce que disait Mona tout à l'heure me rappelait une phrase dite par Robert Forisson à Téhéran justement en 2007 lorsqu'il était invité avec tous les négationnistes du monde entier à participer à une espèce de réunion absolument surréaliste et révoltante à l'initiative d'Ahmadinejad, et à la tribune il déclare « You have to provide us with proofs », c'est-à-dire à vous qui vous prétendez être les victimes de la Shoah, c'est à vous de nous donner des preuves. Il y a 20 millions de documents nazis qui témoignent tous de ce qui s'est produit et qui sont encore dans les archives de Nuremberg. Voilà, quelle preuve supplémentaire. Ce qui s'est passé le 7 octobre a été documenté, revendiqué en temps réel, mais non. On accuse encore, ou on somme les victimes de présenter des preuves. Mona, on a vu les féministes se déchirer le 25 novembre, le 8 mars, vous en avez témoigné. Est-ce qu'il faut désespérer de l'union des femmes contre toutes les barbaries, notamment la barbarie antisémite?
Je pense qu'il faut désespérer de cette frange-là de la population, et de toute façon c'est la même qui est reliée à LFI, c'est la même qui est reliée aux islamistes. Le féminisme est brisé par ces fractures politiques, il est traversé. Oui, mais c'est une bonne chose, je pense, parce que depuis finalement qu'il y a cette fracture, on se rend compte, nous justement via les réseaux sociaux, qu'il y a énormément de femmes qui avaient pris leur distance avec le féminisme, parce que justement elles ne se sentaient plus représentées par ces féministes-là, et qui aujourd'hui se sentent d'autant plus investies d'une mission qui est de se battre pour des vraies valeurs, pour les droits des femmes. Et si vous voulez, ça n'a pas commencé le 7 octobre. Hein. Nous, dès le 16 septembre, imaginez, première révolution féministe au monde, des hommes qui sortent par milliers, qui se font tuer en criant « Femme, vie, liberté », et on marchait toutes seules dans la rue. On envoyait des mails, on envoyait des messages, on les interpellait sur les réseaux sociaux. Alors soit elles nous voilaient et puis elles mettaient chacun son choix sous notre tête, ce qui était absolument insupportable, soit elles nous disaient c'est pas notre combat. Et petit à petit on s'est rendu compte que finalement leur combat c'était l'homme blanc cis, et que si jamais l'agresseur devenait racisé ou encore mieux pour lui islamiste, alors là il avait un droit de violer, un droit de tuer, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et tant mieux qu'elles fassent ça, parce que ça les a marginalisées. Et contrairement à ce qu'on peut penser, parce que c'est toujours pareil, vous savez, les extrêmes font beaucoup de bruit. Mais la réalité, c'est que cette grande majorité de femmes en France s'est réveillée et a pris conscience avec le 7 octobre qu'elles étaient ignobles et qu'elles étaient en train de porter une idéologie qui nous mènera, nous, femmes, à notre perte. Parce que penser qu'il y a une forme d'islam modéré ou d'islamisme modéré, ou qu'il existe une certaine forme qui ne soit pas politique, c'est faux. L'islam est politique, l'islam régit une société, et l'islam massacre des femmes et met en place un apartheid sexuel. Donc je ne comprends pas, moi, comment on peut être féministe et soutenir un islam politique, quoi. C'est une aberration pour nous, quoi. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour vous, Anne. Le mot de la fin, est-ce que la romancière arrive à rester optimiste sur l'humanité telle qu'elle va et sur le siècle qu'on traverse? Ou est-ce que c'est une question qui n'est pas pertinente quand je la pose à une romancière? Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses. Je ne vais pas être très bonne, et puis surtout, je ne vais pas être très optimiste. Et on n'est pas là pour ça ce soir. Donc, simplement, j'espère que le fait d'être ce soir ensemble... en fait, voilà, je dirais que ce qui me fait du bien, c'est de sentir que nous soyons tous concernés ensemble ce soir, même avec des idées différentes les uns des autres, même avec des choses qui peuvent nous poser question ou avec lesquelles on va pas être d'accord, mais nous avons besoin d'être ensemble. Merci beaucoup, Laurence. Un dernier mot. Je voudrais juste terminer par une très jolie phrase que mon amie Rachel Kahn m'a traduite, qui dit bien ce que nous sommes en train de dire. Ani itrem atem lolevad. Merci. Merci à tous les quatre. Merci à vous tous pour votre accueil et bonne suite de soirée. Merci.